Pour surveiller la nourrice, le millionnaire a installé des caméras et a vu son petit garçon faire quelque chose qui lui a brisé le cœur. Abonnez-vous à la chaîne et commentez d'où vous regardez. La pluie frappait contre les fenêtres du 42e étage, créant un rythme hypnotique qui résonnait dans l'appartement silencieux. Antoine Martin ajusta les poignets de sa chemise italienne et regarda pour la première fois en semaine au-delà des écrans de ses 3 moniteurs. Là en bas, Paris bouillonnait dans son agitation éternelle, mais d'en haut, depuis le penthouse dans le Marais, la ville semblait juste une fourmilière lointaine et contrôlable. « Papa ?» La petite voix de Chloé résonna dans le couloir, brisant le silence qu'Antoine avait cultivé comme un bouclier. À 5 ans, la fillette avait les yeux marrons de sa mère et une fragilité qui le hantait depuis que Camille était partie pour Lisbonne, il y a 6 mois, emportant seulement 2 valises et laissant derrière elle un sillage d'accusations amères. « Je travaille, Chloé. La nouvelle nourrice arrive bientôt, » répondit Antoine, sans détourner le regard de la feuille de résultats trimestriels. C'était ainsi que cela fonctionnait. Il fournissait, elle obéissait. Simple, efficace, comme tout. Dans sa vie, l'appartement de 400 mètres carrés reflétait parfaitement la personnalité de son propriétaire. Ligne droite, couleur neutre, meubles de designer et une organisation presque militaire. Chaque objet avait sa place, chaque espace sa fonction. Les murs blancs étaient décorés uniquement de tableaux abstraits coûteux et d'une unique photo de Chloé dans un cadre en argent, stratégiquement positionné sur le bureau, plus par obligation sociale que par sentiment. Antoine avait grandi à Neuilly-sur-Seine, fils d'un ingénieur allemand rigide et d'une mère brésilienne qui avait abdiqué de ses propres rêves pour maintenir la maison impeccable. À 40 il reproduisait avec une précision chirurgicale le modèle familial qu'il connaissait. Distance émotionnelle masquée par protection, amour démontré à travers des conquêtes matérielles et la croyance inébranlable que la discipline était synonyme de soin. La vie est une question de résultat, Antoine. Les sentiments sont des luxes que les faibles ne peuvent se permettre, avait l'habitude de dire son père lors des dîners silencieux de son enfance. Et c'est exactement cette philosophie qui l'avait transformé en le PDG le plus jeune de Techflow Solutions, une entreprise de logiciels qu'il avait fondée à 30 ans et qui générait maintenant des revenus à 8 chiffres annuels. La sonnette sonna avec précision à 8 heures du matin. Antoine ouvrit la porte et se retrouva face à une femme de 48 ans, cheveux bruns attachés en un chignon discret, portant une blouse bleu marine et une jupe midi qui trahissait un bon goût sans extravagance. Lucie Dupont avait dans le regard un mélange de détermination et de mélancolie qu'il ne sut déchiffrer à ce premier moment. « Monsieur Antoine, je suis Lucie, la nouvelle nourrice. Nous avons parlé au téléphone hier, dit-elle, tendant la main avec fermeté. Sa voix portait un léger accent lyonnais, presque imperceptible, mais révélait des origines modestes. « Entrez, je vais expliquer rapidement la routine de Chloé et les règles de la maison, » répondit Antoine, gesticulant pour qu'elle le suive jusqu'au salon. « J'ai une réunion importante dans 20 minutes. » Lucie observa l'environnement en marchant. Les murs nus, le silence presque assourdissant, l'absence complète de tout signe de vie enfantine dans le salon. C'était comme si un enfant était un locataire temporaire dans cet espace, non la résidente principale. Chloé se réveille à 7 heures, prend son petit déjeuner à 7h30. Toujours la même chose. Pain, œufs complets, confiture sans sucre et jus naturel. À 9 heures, elle part pour l'école, revient à 4 heures. Pendant l'après-midi, elle peut regarder la télévision pendant 1 heure, dans sa chambre. Les repas sont ponctuels. Pas de sucreries entre les repas, dit Antoine, lisant une liste dactylographiée qu'il avait sortie de la poche de sa chemise. Ah, et toutes les activités sont surveillées par le système de sécurité. Les caméras enregistrent tout. C'est pour garantir que tout va bien, vous comprenez ? Lucie acquiesça, mais une ride de préoccupation se forma entre ses sourcils. En 22 ans de travail avec des enfants dans des écoles publiques de Lyon, elle n'avait jamais vu une maison aussi stérile. C'était comme si c'était un cabinet médical, pas un foyer. Et les jeux ?
Activité ludique demanda-t-elle, avec précaution. Chloé a tous les jouets éducatifs les plus modernes dans sa chambre. Tablettes avec des applications pédagogiques, jeux de construction importés, livres adaptés à son âge. C'est une enfant très disciplinée, elle ne pose pas de problème, répondit Antoine, consultant sa montre suisse au poignet. Je dois y aller. En cas d'urgence, mon numéro est sur le réfrigérateur. Après le départ d'Antoine, Lucie se retrouva seule dans l'immensité silencieuse de l'appartement. Elle marcha jusqu'à la chambre de Chloé et frappa délicatement à la porte entrebâillée. « Puis-je entrer, ma chérie ?» La fillette était assise sur le lit, king size, encore en pyjama, serrant un ours en peluche usé, le seul objet dans cette chambre qui semblait avoir été choisi par elle et non par un décorateur. Chloé avait des cheveux bouclés, châtain clair, de grands yeux et une pâleur qui trahissait peu de temps passé à l'extérieur. « Tu es la nouvelle nourrice ?» demanda Chloé, avec une timidité qui brisa le cœur de Lucie. « Oui, je suis. Je m'appelle Lucie, mais tu peux m'appeler comme tu veux. Et tu dois être Chloé, n'est-ce pas? Ton papa m'a dit que tu es très intelligente. » Chloé acquiesça, mais ne sourit pas. La nourrice précédente est partie parce que papa a dit qu'elle dormait au travail. Il l'a vue par la caméra. Lucie s'assit au bord du lit, maintenant une distance respectueuse. « Et toi, aimes-tu ici? Aimes-tu ta maison ?» La question sembla surprendre Chloé. Elle regarda autour de la vaste chambre, avec des meubles blancs laqués, des étagères organisées par couleur et taille, des jouets alignés comme des petits soldats en formation. « C'est joli, » répondit Chloé, mais sa voix portait une tristesse que aucun enfant de 5 ans ne devrait connaître. « C'est juste très silencieux. Chez mamie, où maman m'emmenait parfois, il y avait des oiseaux chantant le matin. Ici, il n'y a que le bruit des voitures en bas. » À ce moment-là, Lucie comprit exactement ce qu'elle avait accepté en venant à Paris. Ce n'était pas seulement un emploi, c'était une mission. Cette petite fille et cet homme étaient perdus dans leur propre vie, prisonniers d'une routine qui étouffait tout, vestige de joie. « Que dirais-tu de prendre un bon café ce matin? Je peux préparer quelque chose de différent pour toi aujourd'hui ?» Pour la première fois, une lueur timide apparut dans les yeux de Chloé. « Vraiment? Papa ne va pas être fâché? Ton papa veut que tu sois heureuse, ma chérie. Parfois, les adultes oublient juste comment faire cela, » dit Lucie en tendant la main vers Chloé. « Viens avec moi. Voyons quel délice se cache dans cette cuisine moderne. » Alors qu'elles préparaient ensemble un pain au fromage fait maison, une recette que Lucie connaissait par cœur depuis son enfance, aucune des deux n'imaginait que ce serait le premier jour d'une transformation qui changerait à jamais la vie de tous dans cette maison aux murs blancs et au cœur fermé. L'arôme du pain au fromage flottait encore dans la cuisine lorsqu'Antoine rentra à l'appartement à 9 heures du soir, 3 heures après l'heure qu'il avait promise. La réunion avec des investisseurs coréens s'était prolongée plus que prévu, et il avait passé 2 heures supplémentaires dans le trafic du périphérique, ruminer des chiffres et des projections de croissance pour le trimestre suivant. « Chloé a déjà dîné et elle dort », informa Lucie, qui organisait la cuisine avec des mouvements précis, mais sans la rigidité militaire qu'il s'attendait. « J'ai laissé votre assiette dans le four, au cas où vous auriez faim. » Antoine hocha la tête, mais ne dit pas merci. La gratitude était un luxe émotionnel qu'il se permettait rarement d'exprimer. Il se dirigea directement vers son bureau à domicile, où 3 écrans affichaient déjà des rapports et des tableaux qu'il réviserait jusqu'à tard dans la nuit. C'était sa routine depuis des années, travailler jusqu'à ce que son corps demande grâce, dormir 5 heures, se réveiller et recommencer le cycle. « Monsieur Antoine », la voix de Lucie le fit s'arrêter à la porte du bureau. Chloé a demandé si vous pouviez lui dire bonne nuit. Elle a dit qu'elle ressentait le manque de cela. Les mots frappèrent Antoine comme un coup de poing dans l'estomac. Combien de temps s'était-il écoulé depuis qu'il était entré dans la chambre de sa fille, juste pour lui souhaiter bonne nuit?
Combien de temps s'était-il écoulé depuis qu'il l'avait vue éveillée, en fait? La routine était devenue une armure contre tout type de proximité émotionnelle. Elle doit déjà dormir. Mieux vaut ne pas la réveiller, répondit-il, mais sa voix était moins ferme qu'il ne l'avait prévu. Elle n'a pas encore dormi. Elle attend, insista Lucie, et il y avait quelque chose dans son ton qui n'était pas irrespectueux, mais qui était ferme. Une douceur déterminée qui le déstabilisa. Antoine soupira, laissa son porte-documents en cuir sur le fauteuil et marcha jusqu'à la chambre de Chloé. La porte était entrebâillée, et une douce lumière de la lampe en forme de lune créait des ombres dansantes sur le mur. Chloé était allongée, serrant son ours en peluche, mais ses yeux étaient ouverts, fixés au plafond. « Papa ?» Elle se retourna en entendant son entrée, et un sourire timide illumina son petit visage. « Tu es venu ?»« Je suis venu dire bonne nuit », dit Antoine, restant debout à côté du lit, les mains dans les poches de son pantalon. Il ne savait pas exactement quoi faire de son corps dans cet espace. L'intimité était un territoire étranger pour lui. Tante Lucie a fait du pain au fromage aujourd'hui. C'était comme celui de mamie Élodie. Tu te souviens de mamie? Maman m'emmenait là parfois, dit Chloé, sa voix portant une nostalgie impossible pour quelqu'un d'aussi jeune. Antoine se souvenait vaguement de la mère de Camille, une dame sympathique qui vivait dans une petite maison à Montmartre, pleine de plantes, et toujours avec de la musique country jouant à la radio de la cuisine. Camille avait l'habitude d'emmener Chloé là-bas le dimanche, mais il ne l'accompagnait jamais. Il y avait toujours du travail en attente, toujours une excuse. « Je me souviens », mentit-il, car il ne pouvait se rappeler de rien d'autre que des réunions et des chiffres de cette période. « Tu as aimé le pain au fromage ?»« Beaucoup. Et tante, Lucie m'a laissé aider à le faire. J'ai cassé un œuf dans l'évier, mais elle ne s'est pas fâchée. Elle a dit que dans sa cuisine en Provence, ses neveux faisaient toujours des bêtises aussi. » Quelque chose bougea dans la poitrine d'Antoine. Une sensation étrange, presque inconfortable. C'était comme si une porte qu'il avait gardée fermée pendant des années était lentement forcée par de petites mains insistantes. « Papa, puis-je poser une question ?» Chloé s'assit sur le lit, l'ours toujours coincé entre ses bras. « Bien sûr. Pourquoi maman est-elle partie? C'était de ma faute ?» La question frappa Antoine, et comme un éclair. Il s'assit enfin au bord du lit, et pour la première fois depuis des mois, il regarda vraiment sa fille. Il vit Camille dans ses yeux, mais il vit aussi quelque chose qui était seulement à lui, une détermination silencieuse, une force qu'il reconnaissait en lui-même. « Ce n'était pas de ta faute, Chloé, jamais, dit-il, et sa voix était plus basse, plus humaine qu'il ne l'avait prévu. Parfois, les adultes se disputent. Et quand ils se disputent beaucoup, ils décident de vivre séparément. Mais cela n'a rien à voir avec toi. »« Elle ne m'appelle plus, » murmura Chloé, baissant les yeux. Tante Lucie a dit que peut-être maman était occupée à s'installer dans sa nouvelle maison, mais ça fait 2 mois. Antoine sentit une boule dans sa gorge. Camille avait appelé 3 fois depuis qu'elle avait déménagé à Lisbonne. 3 appels rapides, toujours pressés, toujours avec une excuse sur le fuseau horaire ou des engagements. Il n'avait jamais dit cela à Chloé, espérant que la situation se normaliserait d'elle-même. Mais les enfants perçoivent l'abandon même lorsque les adultes essaient de le dissimuler. « Je vais lui parler, d'accord? Je vais lui demander de t'appeler plus souvent. » Promis. Antoine, sachant que c'était une promesse qu'il ne pourrait peut-être pas tenir. Camille avait été claire. Elle voulait une nouvelle vie, loin de tout cela. Tout cela incluait apparemment Chloé. « Papa, aimes-tu tante Lucie ?» La question surgit de nulle part, avec cette brutalité honnête des enfants. « Elle a commencé aujourd'hui. Je ne sais pas encore, » répondit Antoine, mais il réalisa qu'il mentait à nouveau. Il y avait quelque chose de différent chez Lucie. L'appartement avait une odeur différente quand il est arrivé, pas seulement la baguette, mais quelque chose de plus subtil, la vie, le mouvement, comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre dans une maison qui était restée fermée pendant des mois. « Elle est sympa, elle a raconté des histoires de son enfance.
Elle a dit qu'elle vivait dans une ferme et qu'elle avait une vache appelée Mimosa, dit Chloé, se blottissant sous la couverture. Papa, tu avais une vache quand tu étais enfant? Antoine a presque souri. Non, ma chérie, j'ai grandi dans un appartement, comme toi. C'était silencieuse aussi. La question l'a pris au dépourvu. Oui, cela avait été silencieux. Des dîners sans conversation, des week-ends sans jeu, une enfance, mesurée en notes scolaires et en attentes non verbalisées. Son père croyait que montrer de l'affection était un signe de faiblesse, et sa mère avait appris à aimer en silence pour maintenir la paix. C'était le cas, admit-il. Je n'aime pas le silence, dit Chloé en bâillant. Tante Lucie a chanté une chanson en faisant le pain. C'était beau. Ça parlait des petits oiseaux. Antoine resta là quelques minutes de plus, écoutant la respiration de Chloé devenir plus profonde et régulière. Quand il fut sûr qu'elle dormait, il lui embrassa le front, un geste automatique qui le surprit. Ça faisait combien de temps qu'il ne l'avait pas embrassée pour lui dire bonne nuit? Dans le couloir, il trouva Lucie en train d'organiser le matériel scolaire de Chloé pour le lendemain. Elle avait échangé son vêtement formel contre un t-shirt simple et un jean, et semblait plus jeune, moins formelle. « Merci pour lui faire attendre, » dit Antoine, gêné par sa propre gratitude. « Un enfant a besoin de se sentir important pour ses parents, » répondit Lucie, sans cesser d'organiser les carnets. « Dans le sud où je travaillais, je voyais beaucoup de pères rentrer tard du travail et oublier que l'enfant n'est pas un meuble de la maison. Il reste là, tranquille, mais souffre tout de même. » Les mots de Lucie résonnèrent dans la tête d'Antoine alors qu'il révisait des contrats jusqu'à 2 heures du matin. Pour la première fois depuis des années, le travail ne parvenait pas à occuper complètement ses pensées. L'image de Chloé, attendant un bonsoir, blottie contre son ours usé, revenait insidieusement à son esprit. Avant de dormir, il fit quelque chose d'inédit. Il vérifia le système de surveillance, non pas pour contrôler le travail de la nourrice, mais pour revoir les moments de la journée. Il vit Lucie enseigner à Chloé à pétrir la pâte à pain, il vit les deux rire quand Chloé renversa de la farine sur le sol, il vit l'infinie patience avec laquelle Lucie expliquait chaque étape de la recette. C'était étrange de voir de la joie dans ces pièces qu'il avait toujours considérées comme parfaites dans leur organisation silencieuse. Pour la première fois, Antoine se demanda si perfection et bonheur étaient la même chose. La 2e semaine de Lucie dans la maison apporta des changements subtils qu'Antoine ne savait pas encore comment interpréter. Il rentrait chez lui et trouvait des dessins de Chloé collés sur le réfrigérateur, quelque chose d'impensable pendant le régime des nourrices précédentes qui suivaient à la lettre ses instructions sur le maintien de l'appartement présentable. Les dessins représentaient toujours la même scène, une petite maison avec une cheminée dégageant de la fumée, des fleurs dans le jardin et 3 silhouettes se tenant par la main à la porte. « Qui sont ces personnes ?» demanda Antoine un jeudi, en pointant le dessin le plus récent tout en servant un café que Lucie avait préparé. Un café filtre, aromatique, complètement différent des capsules expresso, qu'il consommait mécaniquement. « C'est moi, tante Lucie, et toi, papa », répondit Chloé, qui terminait le dîner à la table de la cuisine américaine. « C'est notre famille. » Le mot « famille » résonna étrangement aux oreilles d'Antoine. Depuis le divorce, il évitait ce terme. La famille était quelque chose que l'on avait avant, quelque chose que l'on perdait, quelque chose qui engendrait des attentes impossibles à satisfaire. Mais là était Chloé, à 5 ans, reconstruisant le concept avec la simplicité dévastatrice des enfants. « Chloé, ma chérie, termine ton repas, ensuite il y a le bain, » dit Lucie, s'essuyant les mains sur le tablier, fleuri qu'elle avait apporté de chez elle. C'était un tablier simple, décoloré par l'usage, complètement hors du standard esthétique de l'appartement, mais qui apportait quelque chose d'indéfinissable de confort à cet espace. Antoine observait ses interactions depuis le canapé du salon, feignant de lire des emails sur sa tablette, mais en réalité étudiant chaque geste, chaque mot échangé entre elles. Lucie
avait une patience qui le déconcertait. Quand Chloé renversait de la nourriture, elle nettoyait simplement sans soupirer ni faire de commentaires acerbes. Quand la petite fille demandait pour la 20e fois pourquoi les petits oiseaux n'avaient pas de dents, Lucie répondait comme si c'était la première fois. « Monsieur Antoine, puis-je vous parler un petit moment ?» Lucie s'approcha après avoir mis Chloé dans le bain. C'est à propos de la routine de Chloé. Antoine se figea. Cette phrase venait généralement accompagnée de demandes d'augmentation, de plaintes sur les conditions de travail ou, dans le cas des 2 nourrices précédentes, d'avis de licenciement. « Bien sûr, dit-il, interrompant la lecture d'un rapport financier. Chloé est une fille très intelligente, mais j'ai remarqué qu'elle a certaines peurs qui pourraient être importantes à connaître, dit Lucie, choisissant ses mots avec soin. Elle a peur de faire du bruit, peur de salir quelque chose, peur de déranger. Pour une enfant de 5 ans, ce n'est pas normal. Les mots de Lucie frappèrent Antoine comme un diagnostic médical indésirable. Il savait, dans un coin de sa conscience qu'il préférait garder enfermé, que Chloé était devenue une enfant trop silencieuse, trop obéissante, trop prudente. Mais il avait interprété cela comme de la maturité, comme une bonne éducation. « Elle est bien élevée », rétorqua Antoine, mais sa propre voix sembla peu convaincante. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Antoine, une enfant de 5 ans doit faire du bruit. Elle doit rire fort, poser des questions stupides, tester des limites, dit Lucie, et il y avait une fermeté douce dans sa voix à laquelle il n'était pas habitué. Chloé vit dans la peur de décevoir. Cela peut devenir un problème sérieux à l'avenir. Antoine se leva, marchant jusqu'à la fenêtre, donnant sur la ville illuminée. Là, en bas, Paris bouillonnait de son énergie chaotique, mais d'ici, tout semblait contrôlable, prévisible. C'était ainsi qu'il aimait voir la vie, à une distance sécurisée où les émotions ne parvenaient pas à l'atteindre. « Et que suggérez-vous » demanda-t-il, sans se retourner. « Que vous passiez plus de temps avec elle, du vrai temps, pas seulement à l'heure du coucher, » dit Lucie, « et qu'elle puisse être enfant, salir ses vêtements, faire du bruit, mettre un peu de désordre dans la maison. Cette maison coûte 3 millions d'euros, Lucie, ce n'est pas un terrain de jeu. » « Mais c'est le foyer de Chloé, » répliqua Lucie, et il y avait quelque chose dans sa voix qui fit qu'Antoine se retourna pour la regarder. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Antoine, l'argent ne crée pas de bons souvenirs d'enfance. L'affection le fait. » Cette nuit-là, après le départ de Lucie, elle vivait dans un studio à Montmartre, à 40 minutes de bus de là. Antoine fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des semaines. Il examina les enregistrements du système de sécurité, non pas à la recherche de défauts dans le travail de la nourrice, mais pour essayer de comprendre ce qu'elle avait essayé de lui dire. Sur l'écran de l'ordinateur, il vit des scènes qui le perturbèrent profondément. Chloé s'excusant d'avoir fait tomber un crayon de couleur par terre. Chloé chuchotant pour ne pas déranger papa qui travaille. Chloé rangeant ses jouets avec une précision obsessive, comme si chaque objet hors de place pouvait provoquer une catastrophe. Mais il vit aussi d'autres scènes. Lucie assise par terre dans la chambre de Chloé, construisant des tours avec des blocs et renversant tout exprès pour faire rire la petite fille. Lucie, enseignant à Chloé à planter du persil dans des pots improvisés sur le balcon, les salissant toutes les deux de terre et ne s'en souciant pas du tout. Lucie, chantant des chansons d'enfants qu'il avait lui-même chantées dans son enfance, lors des rares moments où son père n'était pas là. La scène qui l'impacta le plus se produisit un mercredi. Chloé jouait seule dans le salon, empilant des livres pour faire une maison, lorsqu'elle renversa accidentellement une sculpture en verre vénitien qu'Antoine avait achetée lors d'un voyage d'affaires en Italie. Le bruit fut fort et des morceaux de verre se répandirent sur le sol en marbre. La réaction de Chloé fut instantanée et dévastatrice. Elle se recroquevilla par terre, étreignant ses genoux, et commença à pleurer désespérément, répétant « Désolé papa, ce n'était pas intentionnel, papa va encore se fâcher. »
Antoine mit la vidéo sur pause, à ce moment-là. Encore. Quand s'était-il fâché avant? Il essaya de se souvenir et avec horreur y parvint. Il y a un mois, Chloé avait renversé du jus sur la table basse italienne. Il n'avait pas crié, mais sa réaction avait été froide, tranchante. « Chloé, tu dois faire plus attention, ces choses coûtent de l'argent. » Dans l'enregistrement, Lucie arriva en courant en entendant le bruit. Mais au lieu de s'inquiéter pour la sculpture brisée, qui avait coûté 4 000 €, elle embrassa simplement Chloé et dit « Il ne s'est rien passé, mon amour. » Ce n'était qu'un accident. Tout le monde casse des choses parfois. Ton papa t'aime beaucoup, même quand quelque chose se casse. Antoine regarda la scène 3 fois. Il vit Lucie nettoyer les morceaux avec soin, vit Chloé se calmer progressivement, vit les deux discuter de la façon dont les accidents arrivent et ne définissent pas qui nous sommes. Lucie avait transformé un moment de traumatisme potentiel en une leçon d'autocompassion. Ce matin-là, Antoine ne parvint pas à travailler. Il resta sur le balcon de l'appartement, regardant la ville endormie et se demandant quand exactement il était devenu le genre de père qu'un enfant de 5 ans craignait de décevoir. Quand était-il devenu la version de son propre père qu'il avait promis, encore adolescent, de ne jamais être? Le téléphone sonna à 2 heures du matin. C'était Camille, appelant de Lisbonne. « Antoine, désolé d'appeler si tard. J'ai confondu le fuseau horaire, dit-elle, et sa voix semblait lointaine, pas seulement géographiquement. Pas de souci. Comment vas-tu? Bien. Je m'adapte. Écoute, à propos des appels à Chloé, ça a été difficile pour moi de m'organiser ici. Nouveau travail, langue différente. Elle te manque, Camille. Elle demande après toi tous les jours. Un long silence de l'autre côté de la ligne. Je sais, moi aussi, elle me manque, mais c'est compliqué. Appeler ne fait qu'aggraver les choses, pour elle et pour moi. Antoine ferma les yeux. Camille s'éloignait définitivement de Chloé, et il n'y avait rien qu'il puisse faire pour l'en empêcher. L'abandon se produisait au ralenti, et il n'était qu'un témoin impuissant. La nouvelle nourrice, comment ça se passe? Ça fonctionne? Demanda Camille, changeant de sujet. Oui, dit Antoine, et il réalisa que c'était vrai. Chloé l'aime beaucoup. Je suis contente. Chloé mérite quelqu'un qui soit affectueux avec elle. La phrase resta suspendue dans l'air, chargée d'accusations non verbalisées. Camille insinuait qu'il n'était pas affectueux, ou faisait-elle référence à sa propre absence? Après avoir raccroché, Antoine resta éveillé jusqu'à l'aube, regardant les vidéos des dernières semaines et confrontant une vérité qu'il préférait ignorer. Lucie avait réussi en 10 jours ce qu'il n'avait pas pu accomplir en 5 ans de paternité. Elle avait fait rire Chloé. Lucie se réveilla à 5 heures du matin dans le studio étouffant de Montmartre, comme elle le faisait tous les jours depuis qu'elle était arrivée à Paris 3 mois plus tôt. L'appartement de 30 mètres carrés était au 4e étage d'un immeuble sans ascenseur, et de la seule fenêtre, elle ne pouvait voir que le mur du bâtiment voisin. C'était un contraste brutal avec la maison où elle avait vécu toute sa vie à Lyon. 3 chambres, un jardin avec des manguiers et un silence que seul l'intérieur de la Provence savait offrir. Elle prépara un café simple, tout en écoutant le trafic de Paris s'éveiller à l'extérieur. Elle avait 2 heures avant de prendre le premier bus pour le Marais, suffisamment de temps pour organiser ses pensées et se préparer émotionnellement pour une nouvelle journée avec Chloé, la petite fille qui avait occupé un espace dans son cœur qu'elle pensait être définitivement fermé. À 48 ans, Lucie portait le poids silencieux d'une vie entière dédiée aux autres. Elle avait commencé à donner des cours à 16 ans, dans une école rurale, où elle devait marcher 5 kilomètres par jour pour y arriver. 22 ans, elle a éduqué des centaines d'enfants, coordonné des projets d'alphabétisation qui ont reçu une reconnaissance régionale et est devenue une référence en pédagogie dans la région. Mais elle n'a jamais eu d'enfant. « Tu as encore le temps, ma fille », disait souvent sa mère, Madame Constance, lors des dimanches en famille. Mais Lucie savait qu'il n'y avait plus de temps.
Elle avait eu 2 relations sérieuses, d'abord avec João, professeur d'histoire qui avait déménagé à Lyon après avoir réussi un concours fédéral. Ensuite avec Marco, agronome qui lui avait demandé en mariage, mais avait renoncé quand elle avait choisi de s'occuper de ses parents malades, plutôt que de déménager dans sa ferme en Provence. Tu donnes tant d'amour aux enfants des autres que tu oublies de prendre soin de ta propre vie, avait dit sa sœur Sandra lors des funérailles de leur père il y a 6 mois. Les mots avaient été durs, mais pas mensongers. Lucie avait sacrifié des relations, des opportunités de carrière dans des capitales plus grandes, et même la chance de fonder une famille pour s'occuper de ses parents vieillissants et de la maison où elle était née. Lorsque son père est mort d'une crise cardiaque fulgurante, suivie par sa mère 3 mois plus tard, elle est morte de chagrin, disaient les voisins. Lucie s'est retrouvée seule pour la première fois de sa vie. La maison a été vendue pour régler des dettes médicales, et elle n'est restée qu'avec une valise de vêtements, quelques livres de pédagogie et une économie de 20 000 € qu'elle prévoyait d'utiliser pour commencer une nouvelle vie. Paris avait été un choix par élimination. Sandra vivait à Lyon avec son mari militaire et 2 adolescents, mais avait clairement indiqué qu'il n'y avait pas de place pour une personne de plus dans la maison. « Tu es professeur, Lucie. Tu trouveras facilement du travail partout, avait-elle dit, mais toutes 2 savaient que ce n'était pas si simple. À 48 ans, avec une spécialisation en pédagogie, mais sans diplôme de 3e cycle, Lucie a découvert que le marché éducatif des grandes villes était impitoyable pour ceux qui venaient de la campagne. Après 3 semaines d'entretien frustrants dans des écoles privées où son expérience était considérée comme dépassée, et publique, où les concours exigeaient des titres qu'elle ne possédait pas, Lucie a accepté la réalité. Elle avait besoin de n'importe quel travail qui paierait les factures pendant qu'elle se réorganisait. L'agence de nourrice l'a accueillie avec enthousiasme. Femme mûre, expérience avec les enfants, référence impeccable. Tu vas être convoitée par les familles riches du Sud, a assuré la coordinatrice, une femme de 50 ans qui mâchait du chewing-gum pendant tout l'entretien. Le premier travail a duré 15 jours. La patronne, épouse d'un médecin chirurgien, a licencié Lucie parce qu'elle avait donné un bain à la fille de 3 ans en utilisant un shampoing ordinaire au lieu du produit bio importé qui coûtait 200 €. Le deuxième a duré 1 mois, jusqu'à ce que le père découvre que Lucie laissait l'enfant regarder des dessins animés inappropriés. Tout ce qui n'était pas éducatif était interdit. Lorsque l'agence a appelé pour offrir le travail chez Antoine, Lucie a hésité. « C'est un père célibataire, cadre, très exigeant », a expliqué la coordinatrice. Les 2 dernières nourrices n'ont pas fonctionné. Il a des caméras dans toutes les pièces et surveille tout. Mais il paie bien et la fille est bien élevée. Lucie a accepté parce qu'elle en avait besoin. Mais pendant la première semaine, elle a réalisé qu'elle avait trouvé quelque chose de plus qu'un emploi. Chloé n'était pas seulement une enfant bien élevée, c'était une petite fille blessée, en quête d'affection, qui cachait sa douleur derrière une obéissance excessive qui brisait le cœur de tout adulte minimement sensible. « Tante Lucie, puis-je poser une question ?» avait demandé Chloé le 3e jour, alors qu'elle prenait le café du matin. « Bien sûr, mon amour. Pourquoi n'as-tu pas d'enfant? Tu es si bonne pour t'occuper des enfants. » La question avait frappé Lucie comme un coup de poing dans l'estomac. Comment expliquer à une enfant de 5 ans que la vie ne se déroule parfois pas comme prévu, que l'amour peut arriver au mauvais moment, que les responsabilités peuvent l'emporter sur les rêves, que nous ne parvenons pas toujours à équilibrer ce que nous voulons avec ce que nous devons faire? Parfois, Dieu a d'autres plans pour les gens, a répondu Lucie en caressant les cheveux de Chloé. Peut-être que mon plan était de prendre soin d'enfants spéciaux comme toi. Je suis spéciale? A demandé Chloé, ses yeux s'illuminant d'une manière que Lucie n'avait jamais vue auparavant. Très spéciale. La petite fille la plus intelligente et la plus affectueuse que j'ai jamais rencontrée. Maintenant, 3 semaines après cette conversation, Lucie savait qu'elle était tombée amoureuse de cet enfant, d'une manière dangereuse pour quelqu'un dans sa position. Chloé avait comblé un vide qu'elle
et portait depuis des décennies, et chaque jour qui passait, il devenait plus difficile de maintenir la distance professionnelle que la situation exigeait. La veille, Chloé avait demandé si Lucie resterait avec elle pour toujours. La question résonnait dans la tête de la nourrice alors qu'elle prenait le bus bondé en direction de Le Marais. Comment répondre à une enfant qui avait déjà été abandonnée par sa mère, que celle qui s'occupait d'elle n'était qu'une employée, sujette à être renvoyée à tout moment? Lucie observait le mouvement de la ville par la fenêtre embuée du bus et se demandait si elle avait commis une erreur en venant à Paris. À Lyon, elle avait une carrière établie, une maison à elle, des amitiés de plusieurs décennies. Ici, elle n'était qu'une migrante essayant de reconstruire sa vie dans une métropole qui ne pardonnait pas les faiblesses et n'offrait pas facilement de seconde chance. Mais quand elle pensait au sourire de Chloé en la voyant arriver le matin, quand elle se souvenait de la façon dont la petite se blottissait à ses côtés pour écouter des histoires, quand elle voyait le progrès subtil mais constant de l'estime de soi de l'enfant, Lucie savait qu'elle ne pourrait pas abandonner cette famille brisée, parce que c'était cela qu'ils étaient, avait-elle réalisé, une famille brisée essayant de se reconstruire. Antoine, avec toute sa rigidité et son éloignement, était un homme perdu qui ne savait pas comment exprimer son affection. Chloé était une petite fille intelligente et sensible qui apprenait à associer l'amour à l'abandon. Et elle, Lucie, était une femme d'âge moyen qui avait trouvé un but en essayant de guérir des blessures qu'elle connaissait très bien parce qu'elle en portait quelques-unes similaires. Elle est descendue du bus au coin de la maison d'Antoine à 7h40. Ce matin-là, 15 minutes avant l'heure habituelle. Antoine avait des projets pour cette journée. Depuis 3 nuits, il rêvait du jardin que sa mère entretenait dans le jardin de leur maison, et il avait décidé que Chloé devait mettre les mains dans la terre, planter quelque chose et voir grandir. Il avait acheté des graines de persil et de basilic au marché de Rungis le week-end dernier, ainsi que des pots en terre cuite qui avaient coûté presque 1/10 de son salaire. Il ne savait pas si Antoine approuverait, mais il était prêt à prendre le risque. Certaines choses étaient trop importantes pour attendre une permission. La pluie d'avril tombait de manière persistante sur Paris lorsque Antoine rentra chez lui ce jeudi, portant une frustration qu'il ne parvenait pas à nommer. La réunion avec la direction avait été un désastre. Les chiffres du premier trimestre étaient en dessous des attentes. 2 clients importants avaient menacé d'annuler leur contrat et l'investisseur japonais qu'il courtisait depuis des mois avait décidé de parier sur la concurrence. À 40 ans, Antoine ressentait pour la première fois dans sa carrière qu'il pouvait perdre le contrôle. Il monta les 42 étages en silence, la musique d'ascenseur résonnant inutilement dans ses oreilles. Tout ce qu'il voulait, c'était un bain chaud, un verre de vin rouge et quelques heures penchées sur des tableaux qui avaient du sens, contrairement au chaos que sa vie personnelle était devenue depuis l'arrivée de Lucie. Il ouvrit la porte de l'appartement et fut frappé par un arôme qui le transporta instantanément à son enfance. Basilic frais, terre mouillée, et quelque chose que sa mémoire mit quelques secondes à identifier, pain sucré fait maison. Sa grand-mère maternelle avait l'habitude de faire ce pain les dimanches, avant de mourir quand il avait 12 ans. « Papa !» La voix joyeuse de Chloé résonna dans le couloir et elle apparut en courant, portant encore un petit tablier plein de terre et de peinture. « Viens voir ce que nous avons fait. Viens voir, viens voir. » Antoine regarda sa fille et sentit quelque chose se déplacer dans sa poitrine. Chloé était différente. Ses yeux brillaient d'une énergie qu'il n'avait pas vue depuis des mois. Ses cheveux étaient en désordre, sous un chapeau de paille improvisé, et il y avait une joie sincère dans son sourire qui le laissa momentanément sans voix. « Chloé, tu es sale, dit-il automatiquement, mais la réprimande sonna faible même à ses propres oreilles. « C'est de la bonne terre, papa. Tante Lucie a dit qu'on ne devient vraiment sale que quand on fait quelque chose de mal. Mais quand on plante, la saleté est signe de vie, dit Chloé, tirant sa main vers le balcon. Viens, viens voir notre jardin. » Sur le balcon gourmet,
qu'il avait conçu pour recevoir des cadres lors de réunions informelles, Antoine trouva une scène qui le fit s'arrêter en plein chemin. Lucie était à genoux sur le sol, à côté de divers pots en terre cuite alignés contre la balustrade en verre. Ses mains étaient couvertes de terre. Elle portait le même vieux t-shirt qu'il avait vu lors des premières semaines, et elle fredonnait doucement, tout en arrosant de minuscules plants avec un arrosoir improvisé en bouteille en plastique. « Bonjour, monsieur Antoine », dit-elle, se levant et s'essuyant les mains sur son tablier. « J'espère que cela ne vous dérange pas, le désordre. Chloé était impatiente de planter quelque chose, et j'ai pensé que ce serait bien pour elle d'avoir un contact avec la terre. » Antoine regarda autour de lui. Le balcon, méticuleusement propre, était envahi par des pots, des sachets de terre, des outils de jardinage improvisés et de petites empreintes de pieds nus sur le sol en porcelaine. Sa première réaction fut l'irritation. Cet espace avait coûté 50 000 € à concevoir et à réaliser. Mais quelque chose dans l'expression pleine d'espoir de Chloé le fit hésiter. « Papa, regarde, celui-ci est du persil, celui-là est du basilic, et celui-ci sera des tomates cerises, » expliqua Chloé, pointant chaque pot avec l'enthousiasme de quelqu'un qui avait découvert un trésor. Tante Lucie a dit qu'en un mois, nous aurons des herbes fraîches pour la cuisine. « Et comment savez-vous que ça va marcher ?» demanda Antoine, sincèrement curieux, malgré son inconfort face au désordre. « Parce que nous avons planté avec amour, » répondit Chloé avec le sérieux absolu des enfants. « Tante Lucie a dit que les plantes sentent quand on prend vraiment soin d'elles. » Antoine regarda Lucie, qui rougissait légèrement. « C'est une façon de parler, n'est-ce pas ? Pour qu'elle comprenne l'importance des soins, » expliqua la nourrice. « En réalité, le persil et le basilic sont assez résistants. Ils poussent facilement, même dans un appartement. » Tante Lucie plantait avec sa mère quand elle était petite, ajouta Chloé. Elles avaient un énorme jardin, avec des tomates, de la laitue, des poivrons. J'aurais aimé connaître grand-mère Constance. Antoine ressentit quelque chose d'étrange dans son estomac. Chloé parlait de la mère de Lucie comme si c'était de la famille, avec une naturelle qui le déconcertait. Quand avait-elle mentionné pour la dernière fois sa grand-mère maternelle, qui vivait à seulement 20 kilomètres d'ici, avec cette même nostalgie affectueuse ? « Monsieur Antoine, si vous préférez, je peux tout retirer demain, » dit Lucie, interprétant mal son silence. « Je sais que ce n'était pas prévu, et que ce n'est peut-être pas approprié pour cet environnement. »« Non, » dit Antoine, se surprenant lui-même. « Vous pouvez laisser, mais vous allez devoir bien en prendre soin. Je ne veux pas de plantes mortes sur le balcon. » Le sourire qui illumina le visage de Chloé fut comme un coup de poing dans l'estomac. Quand avait-il dit quelque chose qui l'avait fait sourire ainsi pour la dernière fois ? « Ça va marcher, papa. Nous allons en prendre soin tous les jours. Tante Lucie a dit que les plantes sont comme des personnes. Elles ont besoin d'eau, de nourriture et d'affection pour grandir fortes. » Ce soir-là, après que Chloé se soit endormie et que Lucie ait rangé la cuisine, Antoine se retrouva à nouveau seul, avec ses pensées et un verre de vin qui restait intact. De la fenêtre du bureau, il pouvait voir le balcon éclairé par la lumière extérieure automatique, avec les petits pots alignés comme des petits soldats verts contre l'immensité grise de la ville. Il ouvrit son ordinateur portable et, par habitude, accéda au système de surveillance. Mais au lieu de vérifier la routine de la journée, il se retrouva à chercher quelque chose de spécifique, le moment où Lucie et Chloé avaient planté, une scène de jardinage. L'enregistrement montrait une scène qui l'avait touchée de manière inattendue. Chloé à genoux à côté de Lucie, toutes deux les mains dans la terre, parlant de graines et de patience. Lucie expliquait que chaque petite plante avait son temps pour grandir, que certaines avaient besoin de plus de soleil, d'autres de plus d'ombre, mais toutes devaient être soignées avec constance. « Tante Lucie, tu penses que ma maman va aimer le jardin quand elle reviendra ?» demanda Chloé dans la vidéo, ses petites mains modelant la terre autour d'un plant de basilic. Antoine vit le visage de Lucie se contracter légèrement, une ombre de tristesse passant dans ses yeux avant qu'elle ne réponde.
Je suis sûr qu'elle sera très fière de voir comment tu as appris à prendre soin des plantes, mon amour. » C'était une réponse réfléchie, qui ne nourrissait pas de faux espoirs, mais ne détruisait pas non plus les rêves d'une enfant. Antoine comprit à ce moment-là que Lucie savait exactement ce qu'il avait essayé de cacher. Camille ne reviendrait pas. Peut-être pas au Portugal, mais certainement pas à la vie qu'elle avait abandonnée. Il continua à regarder et vit Chloé demander à Lucie si elle avait planté avec sa propre mère quand elle était petite. La réponse était chargée d'une nostalgie douloureuse qu'Antoine reconnaissait en lui-même. « Oui, je plantais. Ma mère, ta grand-mère Constance, disait que la personne qui plante une graine croit toujours en l'avenir, même quand le présent est difficile, » dit Lucie dans la vidéo, ses mains travaillant automatiquement dans la terre pendant qu'elle parlait. « Elle est morte récemment et j'ai apporté quelques graines de ces plantes pour les planter ici, pour qu'un petit morceau d'elle continue à vivre. » Commença tante Lucie. « Ces graines de basilic viennent du pied que ma mère a planté il y a 20 ans. Quand elles grandiront ici, elles porteront un peu de sa mémoire, de la terre où elle a vécu, de l'amour qu'elle a mis dans le jardin. » Chloé était impressionnée par l'idée. « Alors notre jardin aura de la mémoire ? » « Oui, il en aura, et quand tu seras grande et que tu voudras planter dans ta propre maison, tu pourras emporter des graines d'ici. Ainsi, la mémoire continue de voyager. » Antoine mit la vidéo sur pause à ce moment-là, une sensation étrange envahissant sa poitrine. Lucie enseignait à Chloé sur la continuité, sur l'héritage, sur la façon dont l'amour peut transcender les absences physiques. C'était une leçon qu'il n'avait jamais apprise lui-même. Il prit son téléphone et, par impulsion, appela Camille. Il était presque 11 heures du soir à Paris, 5 heures du matin à Lisbonne. Le téléphone sonna plusieurs fois avant qu'elle ne réponde, la voix chargée de sommeil. « Antoine, que s'est-il passé? Tout va bien avec Chloé ?»« Tout va bien, désolé d'appeler si tard. Elle a planté un jardin aujourd'hui. Elle était très excitée. J'ai pensé que tu aimerais le savoir. » Un long silence de l'autre côté du fil. « Ah, c'est bien, » dit Camille, mais sa voix semblait distante, désintéressée. « Antoine, je dois travailler tôt demain. Peut-on en parler une autre fois ? » ?»« Bien sûr, désolé. Bonne nuit. » Après avoir raccroché, Antoine resta longtemps à regarder l'écran noir de son téléphone. Camille s'était complètement déconnecté de Chloé, et il était seul pour élever une fille qui méritait bien plus que ce qu'il savait donner. Pour la première fois depuis des mois, Antoine se demanda s'il serait suffisant et pour Chloé. Et pour la première fois, il admit pour lui-même qu'il devrait peut-être apprendre de Lucie non seulement sur le jardinage, mais aussi sur la façon de cultiver des relations qui grandissent avec patience, soin et amour. Le premier signe que quelque chose était différent arriva par un appel à 3 heures du matin. Antoine se réveilla en sursaut avec la sonnerie insistante de son téléphone, le nom « École Chloé » clignotant sur l'écran. Son cœur s'emballa instantanément. Les appels de nuit n'apportaient jamais de bonnes nouvelles. « Allô ?» répondit-il, déjà en train de sauter du lit. « Monsieur Antoine, ici la coordinatrice pédagogique de l'école. Chloé a été très mal pendant la nuit. Elle a de la forte fièvre et vomit. Vous devez venir la chercher d'urgence. » Antoine vérifia l'heure. 3h15 du matin. Chloé avait dormi à l'école après un camp organisé pour les classes de maternelle, une activité qu'il avait autorisée à contre-cœur, préoccupé par des questions de sécurité et de supervision. « J'arrive tout de suite. Comment va-t-elle maintenant ? » Elle pleure beaucoup et appelle la nourrice. Nous avons essayé d'appeler les numéros d'urgence, mais... Je comprends. J'arriverai dans 15 minutes. Antoine raccrocha et s'habilla rapidement, l'esprit en ébullition. Les numéros d'urgence qu'il avait fournis à l'école comprenaient le sien, celui du pédiatre de Chloé, et un troisième, qui jusqu'à 3 mois auparavant était celui de Camille, mais qu'il avait remplacé par celui de Lucie sans réfléchir aux implications. Pendant le trajet jusqu'à l'école, au parc des Buttes-Chaumont, Antoine essaya d'appeler Lucie. Le téléphone sonna plusieurs fois avant qu'une voix endormie ne réponde. « Allô, monsieur Antoine, que s'est-il passé ?» « Chloé est tombée malade à l'école.
Je vais la chercher. Tu pourrais venir à l'appartement? Elle demande pour toi. Sans hésiter, Lucie répondit. Bien sûr, je me prépare. As-tu besoin que j'apporte quelque chose? Un médicament, une tisane? Je ne sais pas. Juste, viens, s'il te plaît. Il trouva Chloé dans le cabinet de l'infirmerie, recroquevillée sur une chaise trop petite pour elle, portant son pyjama de camping et tremblant de fièvre. Quand elle vit son père, ses yeux se remplirent de larmes. « Papa, je veux rentrer à la maison. Où est tante Lucie ?»« Elle arrive, mon amour. Nous allons rentrer à la maison maintenant, » dit Antoine, prenant Chloé dans ses bras pour la première fois depuis des mois. Elle était chaude comme un four, et son petit corps semblait trop fragile contre sa poitrine. Dans la voiture, Chloé s'endormit entre des épisodes de pleurs et des demandes intermittentes pour Lucie. Antoine conduisait d'une main sur le volant et de l'autre vérifiant constamment la température de sa fille, une sensation de panique grandissant dans son ventre. Il ne savait pas comment gérer un enfant malade. Il ne savait pas reconnaître quand c'était grave ou quand c'était juste un malaise passager. Lucie arriva à l'appartement 20 minutes après eux, portant un sac en toile, qui sentait les herbes médicinales. Elle était sans maquillage, avec les cheveux attachés en une queue de cheval pressée et portant un t-shirt décoloré avec un jean. Mais pour Antoine, elle n'avait jamais semblé aussi nécessaire. « Comment elle va ?» demanda Lucie, laissant son sac à l'entrée et se dirigeant directement vers la chambre de Chloé. « Elle a de la fièvre. Elle a vomi 2 fois depuis qu'on est sorti de l'école. Elle ne cesse de pleurer, » dit Antoine, qui suivit Lucie avec la sensation d'être complètement perdu dans sa propre maison. « Salut, mon amour, » dit Lucie, s'asseyant au bord du lit où Chloé était recroquevillée sous la couette. « Tu ne te sens pas bien, n'est-ce pas ?» Chloé ouvrit les yeux enflés de larmes et tendit ses petits bras vers Lucie. « Tante Lucie, mon ventre me fait mal et j'ai très froid. Viens ici, viens dans les bras de tante, » dit Lucie, prenant Chloé avec une aisance qu'Antoine enviait. « Tu as mangé quelque chose de différent au camp ?»« Guimauve, beaucoup de guimauve, » murmura Chloé contre le cou de Lucie. « Et de la soda, la maîtresse a permis. » Lucie regarda Antoine avec une expression mêlant compréhension et soulagement. Intoxication alimentaire légère, trop de sucre et le petit estomac n'a pas supporté. Je vais faire une tisane de camomille et de bol d'eau. Dans 2 heures, elle ira mieux. Es-tu sûr? On ne devrait pas l'emmener à l'hôpital? Demanda Antoine, encore en panique. Observons. Si la fièvre ne baisse pas dans 1 heure ou si elle vomit à nouveau, alors oui. Mais c'est une indigestion, monsieur Antoine. J'ai déjà vu ça souvent. Lucie avait apporté dans son sac un thermomètre digital, des sachets de tisane médicinale qu'elle avait préparés elle-même, et même un humidificateur portable. Elle transforma la chambre de Chloé en une petite infirmerie maison, régulant la température, préparant des compresses chaudes et chantonnant doucement pendant que la petite se blottissait contre elle. « Où as-tu appris tout ça ?» demanda Antoine, observant Lucie vérifier la température de Chloé avec des mouvements précis et expérimentés. 22 ans à m'occuper d'enfants dans une école de campagne. Là-bas, il n'y avait pas d'infirmière, pas de médecin à proximité. On apprenait à reconnaître ce qui était grave et ce qui n'était qu'un malaise, expliqua Lucie, ajustant l'oreiller de Chloé. Ma mère m'a aussi beaucoup appris. Elle a élevé 6 enfant pratiquement seul. Antoine s'assit dans le fauteuil de la chambre de Chloé, un fauteuil qu'il n'avait jamais utilisé auparavant, et pour la première fois, il observa vraiment cet espace. Au cours des dernières semaines, la chambre avait changé. Des dessins colorés décoraient un mur entier, de petits pots avec des pousses du jardin ornaient la fenêtre, et des livres pour enfants étaient éparpillés sur une petite table improvisée où il n'y avait auparavant que des jouets organisés par catégorie. « Papa !» murmura Chloé, qui commençait à se détendre dans les bras de Lucie. « Tu peux dormir ici ce soir. Je ne veux pas être seule. » La question prit Antoine au dépourvu. Chloé n'avait jamais demandé cela auparavant.
En fait, depuis le départ de Camille, ils avaient développé une routine strictement séparée. Chacun dans son espace, chacun faisant face seul à ses peurs nocturnes. « Je peux dormir sur le canapé du salon », dit-il hésitant. « Non, ici dans la chambre. Tante Lucie peut aussi rester ?» Antoine regarda Lucie, qui semblait gênée par la demande. Il était presque 5 heures du matin. Elle habitait loin, et techniquement son emploi ne comprenait pas des nuits à s'occuper d'enfants malades. « Monsieur Antoine, si vous préférez, je peux appeler un taxi et rentrer chez moi. Je vous laisse avec elle et je reviens tôt demain matin, » proposa Lucie. « Non !» La voix de Chloé sortit plus forte que prévu. « Tante Lucie, ne pars pas, s'il te plaît !» Le désespoir dans la voix de sa fille fit quelque chose se briser dans la poitrine d'Antoine. Chloé avait peur. Elle était malade, et la seule personne qui pouvait la calmer était une femme qu'il connaissait depuis à peine un mois. « Tu peux rester, » dit Antoine. « Si ça ne te dérange pas, je peux payer les heures supplémentaires. » Lucie sourit pour la première fois cette nuit-là. « Ce n'est pas une question d'argent, monsieur Antoine. Chloé a besoin de se sentir en sécurité. » Ils improvisèrent un lit par terre avec des matelas et des oreillers. Chloé insista pour rester au milieu, entre son père et Lucie. Antoine s'allongea encore vêtu de son pantalon et de sa chemise de travail qu'il avait enfilée à la hâte, se sentant ridiculement formel pour cette situation intime et improvisée. « Tante Lucie, » chuchota Chloé dans l'obscurité, « raconte-moi cette histoire de la princesse qui plantait des fleurs magiques. » « Laquelle ? Celle qui guérissait les animaux blessés ou celle qui faisait pleuvoir en période de sécheresse ? » « Celle qui faisait pleuvoir. J'aime celle-là. » Antoine ferma les yeux et écouta Lucie commencer une histoire qu'il était sûr qu'elle inventait sur le moment. C'était l'histoire d'une princesse qui vivait dans un royaume où il n'avait pas plu depuis 3 ans et qui découvrit que ses larmes de compassion pour ses sujets avaient le pouvoir de fertiliser la terre. La voix douce de Lucie, la chaleur du petit corps de Chloé se calmant à ses côtés, l'odeur de camomille qui flottait encore dans l'air. Tout cela créait une sensation de protection et d'intimité qu'Antoine n'avait pas ressentie depuis son enfance. Lorsqu'il se réveilla, il était déjà 9 heures du matin et Chloé dormait profondément, sa respiration régulière et sa température corporelle visiblement normalisée. Lucie était éveillée, observant la petite avec une tendresse qui fit comprendre à Antoine quelque chose de fondamental. Cette femme aimait sa fille. Pas comme une employée, pas comme une nourrice professionnelle, mais avec l'amour inconditionnel de celle qui avait choisi cet enfant comme le sien. « Elle va mieux », chuchota Lucie, en réalisant qu'Antoine s'était réveillé. « Tu es resté éveillé toute la nuit. » « J'ai somnolé un peu, habitude de mère, » dit Lucie, puis rougit profondément. « Désolé, je ne voulais pas dire, c'est une façon de parler. » Mais Antoine avait parfaitement compris. Et pour la première fois depuis la naissance de Chloé, il ne se sentit pas seul dans la responsabilité de s'occuper d'elle. Le café du matin de ce vendredi fut différent de tous les autres que Antoine pouvait se rappeler. Chloé était complètement rétablie, jouant avec des morceaux de baguette que Lucie avait préparés tout en racontant des détails animés du camp qui avait causé son malaise la nuit précédente. La lumière naturelle qui pénétrait par les grandes fenêtres de l'appartement. Il semblait plus doré et il y avait une sensation de confort que Antoine ne pouvait pas expliquer. La professeure a dit que celui qui mangeait le plus de guimauve gagnait un prix, expliquait Chloé, gesticulant avec ses petites mains collantes de confiture. Alors j'en ai mangé 12. Lucas en a mangé 15 et il a aussi eu mal au ventre, mais il n'a pas vomi comme moi. Et maintenant tu sais que tu ne dois pas exagérer avec les friandises, n'est-ce pas ? Dit Lucie, essuyant affectueusement le visage de Chloé avec une serviette. Notre corps est comme les petites plantes du jardin. Il a besoin de bons aliments pour grandir fort. Antoine observait l'interaction des deux pendant qu'il buvait le café filtre que Lucie avait préparé, infiniment meilleur que les capsules de café qu'il consommait mécaniquement chaque matin.
Il y avait quelque chose d'hypnotique dans la patience avec laquelle Lucie répondait à chaque question de Chloé, dans la façon dont elle transformait même une indigestion en leçon de vie. « Papa, tu es déjà allé camper ?» demanda Chloé, se tournant vers lui avec des yeux brillants de curiosité. La question prit Antoine au dépourvu. Il avait grandi dans un environnement où les aventures en plein air étaient considérées comme une perte de temps, où les week-ends étaient occupés par des cours supplémentaires d'anglais et d'allemand. Son seul souvenir, proche du camping, était un voyage d'affaires pour une entreprise de technologie dans la campagne près de Paris, où il avait dormi dans un hôtel de ferme qui simulait une expérience rurale pour des cadres urbains. « Non, ma chérie, je n'ai jamais campé », admit-il, réalisant qu'il y avait quelque chose de mélancolique dans sa propre voix. « Jamais ?» Chloé semblait sincèrement choquée. « Pas même quand tu étais enfant? Pas avec le grand-père ?» Antoine échangea un regard rapide avec Lucie, qui continuait discrètement à organiser la cuisine pour donner de l'intimité à la conversation. Son père, Claude Martin, était un ingénieur allemand qui avait émigré en France dans les années 1970 et avait construit une carrière solide mais rigidement structurée. Les démonstrations de spontanéité ou les activités qui n'avaient pas de but éducatif clair étaient considérées comme un gaspillage. Le grand-père Claude n'aimait pas beaucoup les aventures, expliqua Antoine, choisissant ses mots avec soin. Il pensait qu'il était important d'étudier et de travailler toujours. « C'est dommage, » dit Chloé, avec la brutalité sincère des enfants. Tante Lucie campait toujours avec sa famille quand elle était petite. Elle a dit qu'il faisait un feu de camp et regardait des étoiles. Antoine regarda Lucie, qui rougissait légèrement. « C'était une tradition chez nous. Chaque juillet, quand les cours se terminaient, nous allions dans une ferme de quelques parents à Dijon. Les enfants dormaient dans des tentes dans le jardin, les adultes restaient tard à discuter autour du feu. Ça devait être « et beau », dit Antoine, réalisant qu'il y avait de l'envie dans sa voix. « C'était les moments les plus heureux de l'année », répondit Lucie, une ombre de nostalgie passant dans ses yeux. Ma mère disait qu'un enfant a besoin de bons souvenirs de la famille, que ces souvenirs soutiennent la personne dans la vie adulte, quand les choses deviennent difficiles. Les mots de Lucie résonnèrent dans la tête d'Antoine comme un diagnostic douloureux. Quels bons souvenirs de famille avait-il pour se soutenir? Des dîners silencieux, des week-ends dans des musées éducatifs, des éloges conditionnés à des notes scolaires parfaites. Quel bon souvenir créait-il pour Chloé? « Papa, on pourrait camper un jour, moi, toi et tante Lucie ?» demanda Chloé, avec cette espérance radieuse que seuls les enfants peuvent maintenir face à la possibilité d'une aventure. « Je ne sais rien sur le camping, Chloé. Je ne saurais pas comment organiser, » dit Antoine, sincèrement perdu. « Mais tante Lucie sait. Elle peut nous apprendre. » Antoine regarda Lucie, qui semblait gênée d'être devenue involontairement le centre de la conversation. Il y avait quelque chose de vulnérable dans son expression, comme si elle avait aussi besoin de cette possibilité d'aventure, de cette chance de revivre des souvenirs heureux qui étaient peut-être gardés depuis trop longtemps. « Ce serait bien, » dit Lucie, hésitante. « Il y a de beaux endroits près de Paris, Chamonix, Annecy, des endroits sûrs pour les enfants, avec des infrastructures. Alors, on y va, quand? Ce week-end » L'enthousiasme de Chloé était contagieux. « Calme-toi, ma fille. Ces choses nécessitent de la planification, » dit Antoine, sa nature contrôlante reprenant automatiquement le dessus. Mais en disant cela, une partie de lui, une partie qui avait été étouffée depuis des décennies par des tableaux et des objectifs de productivité, murmurait que peut-être Chloé avait raison. Peut-être que certaines des meilleures choses de la vie étaient celles qui se produisaient sans trop de planification. Le téléphone d'Antoine sonna, interrompant le moment. C'était Marcus, son associé dans l'entreprise, avec des nouvelles sur la réunion avec les investisseurs prévue pour lundi. « Antoine, nous devons nous rencontrer cet après-midi.
Les Coréens ont changé les conditions de l'accord et nous devons reformuler toute la proposition, dit Marcus, sans préambule. Antoine regarda Chloé qui terminait son café du matin avec Lucie et ressentit pour la première fois dans sa carrière une résistance viscérale à l'idée de travailler le week-end. « Je ne peux pas aujourd'hui, Marcus. Chloé a eu mal au ventre hier soir. Elle se remet encore. Alors amène-la au bureau. Ou laisse-la avec la nourrice et viens. C'est important, mec. » Antoine termina l'appel sans donner de réponse définitive et trouva deux paires d'yeux l'observant avec attente. Chloé avait cessé de manger et Lucie faisait semblant d'organiser des plats déjà rangés, mais toutes deux avaient clairement entendu la conversation. « Tu dois travailler aujourd'hui, papa », demanda Chloé, et il y avait quelque chose de résigné dans sa voix qui brisa le cœur d'Antoine. « Peut-être. Un problème est survenu dans l'entreprise. » « Ce n'est pas grave, » dit Chloé, baissant les yeux vers son assiette. « Je comprends. Le travail est important. » La phrase sortit de la bouche d'une enfant de 5 ans avec une maturité forcée qui fit réaliser à Antoine quelque chose de terrible. Chloé apprenait à accepter l'abandon comme normal. Elle se préparait, à 5 ans, à une vie entière, de seconde place dans l'agenda des personnes qui devraient la prioriser. « Tu sais quoi ?» dit Antoine, se surprenant lui-même. « Le travail peut attendre jusqu'à lundi. Que dirais-tu de profiter du fait que tu te sens mieux et d'aller au parc ?» Le visage de Chloé s'illumina instantanément. « Sérieux? On peut prendre le nouveau ballon et donner à manger au canard ? On peut. Et nous pouvons parler de ce camping, » dit Antoine en regardant Lucie. « Si Lucie est d'accord pour nous enseigner. » Le sourire qui s'est dessiné sur le visage de Lucie était comme le soleil se levant. « Bien sûr que je suis d'accord. Ça va être une sacrée aventure. » Alors qu'il se préparait à sortir, Antoine rappela Marcus. « Je ne pourrai pas aujourd'hui, reprogrammer pour lundi matin. »« Antoine, tu es fou. C'est une négociation à 8 chiffres. Et ma fille est la personne la plus importante de ma vie, » répondit Antoine, surpris par la fermeté de sa propre voix. « On résoudra ça lundi. » Après avoir raccroché, Antoine vit Lucie l'observer avec une expression qu'il ne savait pas déchiffrer. Il y avait de l'approbation là, mais aussi quelque chose de plus profond, de l'espoir peut-être. « C'est la première fois que je t'entends dire ça, » dit-elle doucement, tandis que Chloé courait pour prendre sa veste. « Quoi ? Que Chloé est la personne la plus importante de ta vie. Elle a besoin d'entendre ces choses. » Antoine resta silencieux un moment, traitant cette observation. Quand avait-il été la dernière fois qu'il avait verbalisé ses sentiments pour Chloé? Quand avait-il été la dernière fois qu'il avait exprimé des sentiments, tout court? « Tu as raison, dit-il. J'ai beaucoup à apprendre sur le fait d'être père. »« Tous les pères le doivent, » répondit Lucie. « La différence, c'est qui se permet d'apprendre et qui pense déjà tout savoir. » À ce moment-là, Antoine comprit que Lucie ne s'occupait pas seulement de Chloé. Elle lui enseignait patiemment comment construire la famille que sa fille méritait d'avoir. 3 semaines après la conversation sur le camping, Antoine se trouvait dans un magasin d'équipements sportifs au centre commercial de Lyon, complètement perdu entre tentes, sacs de couchage et lampes de poche aux spécifications techniques qui semblaient plus complexes que les logiciels qu'il développait. Chloé courait entre les allées, testant des sacs à dos et posant des questions à un vendeur qui semblait clairement s'amuser de l'enthousiasme de la petite fille. « Papa, celui-ci est parfait. Regarde, il a un dessin de papillon !» cria Chloé, traînant un sac à dos presque de sa taille. « Trop grand, chérie. Tu ne pourras pas le porter, » dit Antoine, mais sa voix portait une tendresse qu'il remarqua lui-même. Au cours des dernières semaines, quelque chose de fondamental avait changé dans sa façon de se rapporter à Chloé. Les mots sortaient plus naturellement, les gestes étaient moins calculés. Lucie apparut avec une liste manuscrite, souriant devant la scène. « Tu as trouvé quelque chose de bon ? » « Nous avons tout trouvé, sauf un père qui sache ce qu'il fait, » admit Antoine. « J'ai peur d'oublier quelque chose d'essentiel et que Chloé ait froid ou faim au milieu des bois. »« Tout ira bien. C'est juste un week-end à Chamonix, pas une expédition au Himalaya, » rit Lucie. « De plus, j'ai choisi une auberge avec des chalets
qui ont une infrastructure complète. Nous allons camper dans le jardin, tranquillou. » Antoine soupira, soulagé. Quand Chloé avait suggéré le camping, il avait imaginé des nuits passées à dormir sur le sol d'une forêt, sans toilette ni électricité. L'idée de chalet avec infrastructure le rassurait énormément, bien qu'une partie de lui se sente lâche d'avoir besoin de ce confort. La dame du parc a dit que voir des étoiles à la campagne est différent de les voir en ville, commenta Chloé, qui s'était liée d'amitié avec une dame au parc des Buttes-Chaumont lors de ses visites régulières des dernières semaines. Elle a dit qu'on pouvait voir la Voie lactée là-bas. « C'est vrai, » confirma Lucie. « Là où j'ai grandi, en Provence, la nuit était si sombre que les étoiles semblaient des diamants. Ici, à Paris, on peut à peine voir quoi que ce soit avec tant de bâtiments et de lumière artificielle. » Antoine essaya de se souvenir de la dernière fois qu'il avait regardé le ciel nocturne avec attention. Il ne réussit pas. Sa routine consistait à sortir de chez lui quand il faisait encore sombre et à revenir quand il faisait déjà nuit, mais toujours sous l'éclairage artificiel de la ville. Quand avait-il été la dernière fois qu'il avait pris le temps d'observer quoi que ce soit de naturel? Ils achetèrent l'essentiel, des sacs de couchage, des lampes de poche, une petite tente qu'Antoine insista pour tester là même dans le magasin au désespoir du vendeur, et des vêtements appropriés pour le froid de la montagne. Chloé choisit un plus petit sac à dos avec des dessins d'oiseaux, et Antoine se surprit à acheter beaucoup plus, de choses que nécessaires, reflet d'une anxiété qu'il ne savait nommer. Le vendredi soir, veille du voyage, Antoine eut sa première véritable crise de panique paternelle. Et si Chloé se blessait? Et si elle détestait l'expérience? Et si lui-même était un désastre complet comme compagnon d'aventure? Il appela Lucie 3 fois, avec des doutes sur ce qu'il fallait emporter, jusqu'à ce qu'elle suggère, avec une patience infinie, qu'ils se rencontrent pour vérifier ensemble les bagages. « Monsieur Antoine, vous êtes plus nerveux que Chloé », observa Lucie lorsqu'ils s'assirent dans le salon pour vérifier les sacs à dos. Pour la 3e fois. C'est normal d'être anxieux la première fois, mais le camping est fait pour se détendre, pas pour stresser. Je n'ai jamais fait quelque chose comme ça, admit Antoine. Mon enfance était très structurée. Hôtel 5 étoiles, restaurant avec menu fixe, visite culturelle avec horaire précis. Je ne sais pas improviser. Mais Chloé sait, dit Lucie. Les enfants sont des maîtres en improvisation. Nous devons juste suivre son rythme. Chloé apparut dans le salon portant le nouveau pyjama qu'elle avait choisi spécialement pour le voyage. Un ensemble rose avec des dessins de feux de camp et d'étoiles. « Papa, tu penses qu'on va réussir à faire du feu pour de vrai? » L'auberge a une zone prévue pour ça. Nous allons essayer, promit Antoine, bien qu'il n'ait aucune idée de comment allumer un feu de camp. Tante Lucie sait. Elle a appris avec son grand-père quand elle était petite, dit Chloé, se blottissant entre eux sur le canapé. Raconte-nous, tante Lucie. Lucie sourit, une expression nostalgique prenant possession de son visage. Mon grand-père Antoine était italien. Il est venu en France très jeune. Il avait une petite propriété rurale et chaque hiver, nous nous réunissions pour faire de la ratatouille au feu de camp. Il disait que le feu, fait avec ses propres mains, réchauffe non seulement le corps, mais aussi le cœur. Je veux que mon cœur reste bien au chaud. Moi aussi, dit Chloé en bâillant. Antoine porta Chloé dans la chambre, et pour la première fois depuis des semaines, elle lui demanda de raconter une histoire, au lieu de Lucie. Assis au bord du lit, il improvisa un récit sur une famille découvrant un trésor caché dans une montagne magique où les étoiles brillaient si intensément qu'elles éclairaient le chemin des aventuriers. « Papa, cette histoire, c'est notre voyage ?» demanda Chloé, les yeux déjà lourds de sommeil. « Peut-être, » répondit Antoine. « Découvrons-le ensemble. » Le samedi matin, ils partirent tôt pour Chamonix. Antoine conduisait son SUV allemand, qu'il avait acheté pour des raisons de sécurité et de statut, mais qui serait utilisé pour la première fois pour une véritable aventure familiale. Chloé était à l'arrière,
fredonnant des chansons que Lucie lui avait apprises, tandis que Lucie naviguait et pointait des paysages intéressants en chemin. « Regarde, Chloé, des vaches !» cria Lucie en passant devant une ferme au bord de la route. « Combien ?»« Je vais compter, » dit Chloé, collant son visage à la fenêtre. Antoine sourit en entendant l'excitation de sa fille pour des choses simples qu'il avait cessé de remarquer depuis des décennies. Quand avait-il prêté attention à un paysage rural pour la dernière fois? Quand avait-il quitté Paris sans engagement professionnel pour la dernière fois? L'auberge se trouvait dans une région montagneuse, entourée de pins, avec des chalets en bois dispersés sur un vaste terrain où d'autres familles avaient déjà monté des tentes et allumé des feux de camp. C'était rustique mais accueillant, et Antoine fut surpris de ressentir une tranquillité immédiate en éteignant le moteur de la voiture. « C'est ici, c'est magnifique !» cria Chloé, sautant de la voiture avant qu'Antoine n'ait détaché sa ceinture de sécurité. « Doucement, Chloé, fais attention à... » commença Antoine, mais Lucie posa doucement sa main sur son bras. « Laisse-la explorer un peu. Ici c'est sûr, » dit Lucie. « Vous devez aussi vous détendre. » Antoine prit une grande respiration, et pour la première fois depuis des mois, il permit à Chloé de courir librement sans sa supervision constante. Il observa sa fille découvrir des pierres intéressantes, poursuivre des papillons et poser des questions aux autres invités sur leurs tentes et équipements. Ils montèrent à la tente ensemble sur la pelouse, à côté du chalet, plus pour le plaisir que par nécessité, puisqu'ils dormiraient dans les lits confortables de la chambre. Antoine avait du mal avec les instructions et les piquets, mais Chloé trouvait cela hilarant et Lucie aidait avec patience, enseignant des nœuds et des techniques qu'elle avait apprises des décennies auparavant. « Voilà, notre première maison construite en famille !» annonça Chloé en terminant, applaudissant. Antoine regarda la tente bancale avec un côté plus bas que l'autre et une des cordes visiblement mal attachées. C'était imparfait, amateur, complètement différent des standards d'excellence qu'il appliquait à tout dans sa vie. Mais Chloé était rayonnante de fierté, Lucie souriait de satisfaction et lui-même ressentait une étrange sensation d'accomplissement. « C'est parfait !» dit-il, et il réalisa qu'il ne mentait pas. Cet après-midi-là, pour la première fois depuis des décennies, Antoine Martin se permit de ne rien contrôler. Et il découvrit que le monde ne s'effondrait pas quand il cessait d'essayer de commander chaque seconde de sa propre vie. Le feu de camp crépitait doucement au centre du cercle de pierre qu'ils avaient construit ensemble durant l'après-midi. Le ciel de Chamonix était plus clair que tout ce qu'Antoine pouvait se souvenir d'avoir vu, parsemé d'étoiles qui semblaient avoir été polies individuellement. Chloé était assise sur les genoux de Lucie, enveloppée dans une couverture à carreaux, les yeux fixés sur les flammes dansantes. « Papa, les étoiles ici sont vraiment différentes », soupira Chloé, pointant vers le ciel. « Il y en a beaucoup plus que dans la ville. » Antoine leva les yeux et sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. La Voie lactée s'étendait comme un pont brillant à travers le ciel sombre, et pendant quelques instants, il oublia complètement les tableaux, les réunions et les objectifs trimestriels. Quand avait-il eu la permission de simplement contempler? Mon grand-père disait que chaque étoile était le rêve de quelqu'un devenu réalité, dit Lucie, sa voix douce dans le silence de la nuit, et que quand on regardait le ciel, on voyait tous les rêves qui s'étaient déjà réalisés dans l'histoire du monde. « Et ces étoiles là-bas » demanda Chloé, pointant un groupe particulièrement brillant. « Celles-là doivent être des rêves très spéciaux. Des rêves de famille, d'amour, de personnes qui ont trouvé leur bonheur, » répondit Lucie, et Antoine remarqua qu'elle le regardait furtivement en disant cela. Un silence confortable s'installa entre eux, brisé seulement par le crépitement du feu et les sons lointains de la nature. Antoine remuait les braises avec un bâton, hypnotisé par le mouvement des flammes, quand Chloé posa une question qui le frappa comme un éclair. « Tante Lucie, pourquoi ne t'es-tu jamais mariée ?» Antoine sentit Lucie se raidir légèrement à ses côtés. C'était une question innocente, posée avec la curiosité naturelle d'un enfant, mais qui touchait des territoires privés qu'il n'avait jamais eu le courage d'explorer lui-même.
Eh bien, c'est compliqué, mon chéri, dit Lucie après quelques secondes. Parfois, la vie prend des tournants que l'on ne prévoit pas. Mais tu es si bonne pour prendre soin des gens. Tu serais une mère parfaite, insista Chloé, avec cette brutalité d'honnêteté des enfants. Antoine vit des larmes se former dans les yeux de Lucie à la lumière du feu. Elle essaya de dissimuler cela en tournant le visage pour ajuster la couverture de Chloé, mais il l'avait remarqué. « Chloé, laissons Lucie tranquille, » dit Antoine doucement. « Certaines questions sont très personnelles. »« Non, ça va, » dit Lucie, respirant profondément. « Chloé a le droit de demander. C'est juste que j'ai toujours voulu avoir des enfants, mais cela ne s'est pas produit. J'ai dû m'occuper de mes parents quand ils sont tombés malades et le temps a passé. Quand je m'en suis rendu compte, il était déjà trop tard. »« Trop tard comment ?» demanda Chloé. « Trop tard pour rencontrer quelqu'un de spécial, trop tard pour fonder une famille, ces choses ont un bon moment et le mien est passé, » expliqua Lucie, sa voix chargée d'une mélancolie qu'Antoine reconnut en lui-même. « Mais tu as nous maintenant, » dit Chloé, se tournant sur les genoux de Lucie pour l'enlacer. « Vous êtes de la famille maintenant. » Antoine vit Lucie fermer les yeux et étreindre Chloé comme si elle tenait quelque chose de précieux qui pouvait disparaître à tout moment. À cet instant, il comprit quelque chose qui l'émut profondément. Lucie aimait Chloé comme si elle était sa fille biologique, et Chloé l'aimait en retour avec la même intensité. « C'est vrai, » dit Antoine, se surprenant lui-même. « Tu fais partie de notre famille maintenant. » Les yeux de Lucie rencontrèrent les siens au-dessus de la tête de Chloé, et il y avait une vulnérabilité là qui le toucha de manière inattendue. Combien de personnes passaient leur vie entière sans trouver quelqu'un qui les aimait inconditionnellement? Combien de femmes comme Lucie, avec tant d'amour à donner, se retrouvaient seules à cause des circonstances cruelles de la vie? « Papa, » dit Chloé en se tournant vers lui, « tu aimes encore maman ?» La question vint de nulle part et frappa Antoine comme un coup de poing dans le ventre. Il regarda les flammes, prit du temps en remuant les braises, essayant de formuler une réponse honnête mais appropriée pour une enfant de 5 ans. « J'ai beaucoup aimé maman. Mais parfois, les gens qui s'aiment découvrent qu'ils ne peuvent plus vivre ensemble. C'est triste, mais ça arrive, » dit-il, choisissant ses mots avec soin. « Maman ne m'aime plus ?» demanda Chloé, sa voix devenant plus petite. Antoine sentit son estomac se serrer. C'était la question qu'il redoutait le plus, car il ne savait pas comment y répondre, sans mentir ou blesser encore plus sa fille. « Ta mère t'aime, Chloé, c'est juste que... » Parfois, les adultes sont confus et font des choix qui blessent ceux qu'ils aiment. « Ce n'est pas ta faute, ça n'a jamais été ta faute, » dit Antoine, réalisant qu'il parlait autant à Chloé qu'à lui-même. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal pour qu'elle parte? Non, mon cœur, tu n'as jamais rien fait de mal. Tu es parfaite comme tu es, dit Antoine, et sa voix se brisa. C'est maman qui a perdu la chance de voir à quel point tu es incroyable. Lucie tendit sa main libre et toucha doucement le bras d'Antoine. C'était un geste simple, mais chargé de compréhension et de soutien. À ce moment-là, il se sentit moins seul qu'il ne l'avait été depuis des mois. « Tante Lucie ne va pas à partir, n'est-ce pas, papa ?» demanda Chloé, se blottissant davantage dans les bras de Lucie. Antoine regarda Lucie, qui l'observait avec espoir. C'était une question chargée d'espoir et de peur, posée par une enfant qui avait déjà trop expérimenté l'abandon pour son âge. « Si cela dépend de moi, non !» dit Antoine, réalisant qu'il faisait une promesse non seulement à Chloé, mais aussi à Lucie. Lucie aura toujours sa place dans notre famille. Les larmes que Lucie avait essayé de contenir coulèrent enfin silencieusement sur ses joues. « Merci » murmura-t-elle, presque inaudiblement. Ils restèrent là jusqu'à tard, parlant d'étoiles, racontant des histoires et riant des blagues enfantines de Chloé. Antoine découvrit que Lucie avait un sens de l'humour subtil et intelligent, qu'elle savait faire des imitations hilarantes d'animaux, et qu'elle connaissait des chansons d'enfants qu'il avait lui-même chantées dans son enfance, mais qu'il avait complètement oubliées.
Quand ils se retirèrent enfin au chalet, Chloé insista pour que les trois dorment dans la même chambre. « Comme à une soirée pyjama », expliqua-t-elle, traînant des matelas pour former un grand lit sur le sol. Allongé dans le noir, écoutant la respiration tranquille de Chloé entre lui et Lucie, Antoine pensa à la famille étrange et improbable qu'ils étaient devenus. Ce n'était pas ce qu'il avait prévu pour sa vie. Cela ne suivait aucun manuel de parentalité ou de relations conventionnelles, mais c'était réel, c'était affectueux, et pour la première fois depuis des mois, il se sentait chez lui. Avant de s'endormir, il entendit Lucie chuchoter dans l'obscurité « Merci de me laisser faire partie de cela. »« Merci de nous apprendre à être une famille, » répondit-il, réalisant qu'il n'avait jamais dit quelque chose d'aussi vrai de toute sa vie. Dehors, le feu s'était réduit à des braises qui brillaient doucement dans l'obscurité, comme de petites étoiles terrestres gardant les rêves qui commençaient enfin à se réaliser. 6 mois après le premier camping, Antoine était dans son bureau en train de réviser des contrats quand il entendit des rires résonner dans la maison. C'était un jeudi après-midi de septembre, et il avait réussi à sortir plus tôt du travail. Quelque chose qui était devenu de plus en plus fréquent depuis qu'il avait découvert que sa présence dans la vie de Chloé valait plus que n'importe quelle réunion ou objectif de chiffre d'affaires. Il suivit le son des rires jusqu'à la terrasse, où il trouva une scène qui le fit s'arrêter à la porte pour simplement observer. Chloé et Lucie étaient à genoux à côté du jardin, qui s'était transformé en un petit jardin luxuriant. Les plantes de basilic avaient tellement poussé qu'elles ressemblaient à de petits buissons. Les tomates cerises pendaient rouges et brillantes, et il y avait de nouvelles additions. Des poivrons colorés, de la laitue frisée, et même un plant de fraises que Chloé avait insisté pour planter. « Tante Lucie, regarde la taille de cette tomate !» criait Chloé, tenant un fruit particulièrement gros. « Il a grandi de la taille de mon ongle jusqu'à devenir plus grand que mon poing. Et regarde comme il est rouge et parfait, » dit Lucie, avec cette fierté maternelle qu'Antoine avait appris à reconnaître. « Tu en as pris soin depuis la petite graine. Cette tomate est à toi, mon bébé. » Chloé rit de la comparaison et courut montrer sa découverte à son père. « Papa, ma première tomate géante, on peut la manger au dîner ?»« Bien sûr que nous pouvons, » dit Antoine, s'agenouillant pour être à la hauteur de Chloé et examinant la tomate comme s'il s'agissait d'une découverte scientifique révolutionnaire. « Elle est vraiment parfaite. Tu es une excellente jardinière. » Le sourire qui s'ouvrit sur le visage de Chloé était comme le soleil se levant. Au cours des derniers mois, Antoine était devenu un expert pour provoquer ce sourire, et chaque fois qu'il y parvenait, il ressentait une satisfaction qu'aucun contrat millionnaire n'avait jamais pu lui procurer. Tante Lucie a dit que quand on plante quelque chose et qu'on en prend soin avec amour, la nature nous récompense en donnant des fruits encore meilleurs, dit Chloé, répétant les mots de Lucie avec le sérieux de quelqu'un qui partage une vérité. La philosophie profonde. Antoine regarda Lucie, qui organisait des outils de jardinage avec des mouvements précis et affectueux. Elle portait une simple robe à fleurs et un tablier que Chloé avait choisi pour elle dans une boutique pour enfants. Un tablier rose avec des dessins de papillons qui contrastaient magnifiquement avec sa personnalité sereine. « C'est vrai, » dit Antoine. « Lucie a raison sur beaucoup de choses. » Lucie rougit légèrement, comme elle le faisait toujours lorsqu'elle recevait des compliments. Au cours des derniers mois, Antoine avait découvert des dizaines de qualités admirables chez cette femme. Sa patience infinie, sa sagesse pratique, sa capacité à trouver de la joie dans les choses simples, et surtout sa capacité à aimer inconditionnellement un enfant qu'elle n'avait pas mis au monde, mais qu'elle avait choisi comme le sien. « Monsieur Antoine, il y a quelque chose dont je voulais vous parler, » dit Lucie, avec ce ton prudent qu'elle utilisait lorsqu'elle abordait des sujets délicats. « Bien sûr. Chloé, pourquoi ne vas-tu pas laver cette tomate pour la montrer à Madame Marie ?» suggéra Antoine, faisant référence à la gardienne de l'immeuble qui était devenue une admiratrice fervente des produits du jardin de Chloé.
Après que Chloé soit partie, excité par sa mission, Antoine s'assit sur une des chaises du balcon à côté de Lucie. La vue de Paris s'étendait devant eux, mais son attention était complètement focalisée sur la femme qui avait transformé sa vie sans qu'il réalise exactement quand ou comment cela s'était produit. « C'est à propos de l'école de Chloé », commença Lucie. « La coordinatrice pédagogique a demandé à me parler de ses progrès. Il semble qu'elle soit différente. » Antoine sentit son estomac se nouer. « Différente comment? Y a-t-il un problème ?» « Non, au contraire, sourit Lucie. Elle est plus communicative, plus confiante, participative aux activités. La maîtresse a dit qu'elle était très timide au début de l'année, mais maintenant elle est l'une des enfants les plus engagés de la classe. » Antoine respira soulagé, mais se sentit aussi touché. Il avait remarqué les changements chez Chloé, les rires plus fréquents, la facilité à se faire des amis, le courage d'essayer de nouvelles choses. Mais il n'avait pas réalisé qu'ils étaient si évidents que l'école en parlait. La coordinatrice a demandé ce qui avait changé dans sa routine à la maison, continua Lucie. Et moi, je ne savais pas exactement quoi répondre, parce que beaucoup de choses ont changé, n'est-ce pas? Antoine hocha la tête, pensant aux derniers mois. Il avait commencé à rentrer plus tôt du travail, participait aux jeux de Chloé, avait appris à cuisiner des recettes simples le week-end, emmenait sa fille au parc régulièrement et, plus important, il avait appris à montrer de l'affection sans craindre de paraître faible ou inapproprié. « Tout a changé, » admit Antoine, « et c'est grâce à toi. » « Ce n'était pas que moi, » dit Lucie, baissant les yeux. « Vous avez aussi beaucoup changé. Chloé perçoit quand son père est vraiment présent, pas seulement physiquement. » Ils restèrent en silence confortable pendant quelques instants, observant la ville qui s'étendait en dessous. Antoine pensa à quel point sa vie avait été différente il y a seulement 1 an. Appartement silencieux, relation inexistante avec sa fille, cœur blindé contre toute forme de vulnérabilité émotionnelle. « Lucie, » dit-il soudain, se tournant pour la regarder dans les yeux, « je dois te dire quelque chose. » Elle le regarda avec attente, une légère inquiétude traversant son visage. « Je ne t'ai jamais remercié correctement pour tout ce que tu as fait pour nous, pour Chloé et pour moi, » dit Antoine, sentant sa voix trembler légèrement. « Tu n'as pas seulement pris soin de ma fille, tu m'as appris à être père, tu m'as appris à être humain à nouveau. » Des larmes se formèrent dans les yeux de Lucie. « Monsieur Antoine !»« Non, » l'interrompit-il doucement. « Laisse-moi finir. Quand tu es arrivé ici, j'étais un homme amer, perdu, qui élevait une fille avec une peur constante de décevoir. Tu as apporté de la lumière dans cette maison. Tu as apporté de l'amour, de la patience, de la joie. Tu as apporté la vie. Chloé est une enfant spéciale. N'importe qui tomberait amoureux d'elle, dit Lucie, essayant de minimiser son impropre rôle. Mais ce n'est pas tout, dit Antoine, respirant profondément avant de continuer. C'est que, ces derniers mois, je suis tombé amoureux de vous deux, de la famille que nous sommes devenus. Et je ne veux pas que cela change jamais. Le silence qui suivit était chargé d'émotions. Lucie le regardait avec les yeux embués, comme si elle essayait de traiter des mots qu'elle ne s'attendait pas à entendre. « Je suis aussi tombée amoureuse, » murmura-t-elle finalement. « De Chloé, de cette maison, de vous. » À ce moment-là, Chloé revint en courant sur le balcon, interrompant le moment intime avec son énergie contagieuse. « Madame Marie a dit que notre tomate est la plus belle qu'elle ait jamais vue. Et elle a demandé si nous pouvions lui apprendre à faire un jardin aussi, » annonça Chloé, complètement inconsciente de l'intensité émotionnelle qui avait traversé les adultes quelques secondes auparavant. « Bien sûr que nous pouvons, » dit Antoine, prenant Chloé dans ses bras et regardant par-dessus sa tête vers Lucie. « Nous pouvons enseigner tout ce que nous avons appris sur la plantation et le soin des choses que nous aimons. » Lucie sourit à travers ses larmes, comprenant parfaitement le double message dans les mots d'Antoine.
Cette nuit-là, après que Chloé se soit endormie, Antoine et Lucie restèrent à discuter tard dans le salon, planifiant non seulement l'avenir du jardin, mais l'avenir de la famille qu'ils avaient construite sans s'en rendre compte. Ce n'était pas ce que l'un ou l'autre avait prévu pour leur vie, mais c'était exactement ce que leur cœur avait cherché sans le savoir. Dehors, Paris continuait son agitation éternelle. Mais à l'intérieur de cet appartement, qui avait un jour été froid et silencieux, résonnaient maintenant des rires, des espoirs et l'amour de trois personnes qui avaient appris que la famille n'est pas seulement une question de lien du sang, c'est choisir d'aimer et de prendre soin les uns des autres, chaque jour, comme des plantes qui grandissent fortes lorsqu'elles sont arrosées avec dévouement et tendresse. Tu es vraiment émouvant.